Sud Radio, le 10h midi, mettez-vous d'accord, Valérie Expert. Et on est ensemble avec vous pour ces 2 heures d'information. Bonjour Gilles Gansman. Bonjour Valérie. Et tout à l'heure, évidemment, mettons-nous d'accord avec les débatteurs, les sujets d'actualité. Mais bon, le vendredi... Moi, je vous parlerai, dans mon zapping, je vous parlerai de l'essence. Vous verrez qu'en Asie, c'est beaucoup plus grave par rapport à ce qu'on vit en France. Exactement, on ira en Thaïlande. Vous pouvez réagir au 0826 300 300. Est-ce que vous avez des craintes de pénurie d'essence? Vous verrez ce qui se passe en Thaïlande. Et je vous parlerai du nouveau maillot de l'équipe de France. Vous avez vu, pour la Coupe du Monde, il sera vert. Qu'est-ce que vous pensez du maillot de l'équipe de France? On dit plus les bleus, alors on dit les verts ou la statue de la liberté 0826. Les verts de gris. 300 300 couleur si très vous voulez particulière. réagir au Et maillot nous de l'équipe de reviendra France. aussi sur le prix de l'essence et sur les aides du gouvernement pour les métiers en tension. Oui, je disais donc que le vendredi, c'est quoi le problème? On prend quelques libertés, c'est pas un problème puisqu'on reçoit aujourd'hui Philippe Risoli. Bonjour Philippe. Bonjour Valérie, On se fait plaisir. Donc je suis le problème du jour. Voilà, bien. Non, j'ai cherché, je me suis dit qu'est-ce qu'on pourrait trouver. Alors peut-être que le problème, ça pourrait être comment la vie après la télé. Puisque votre titre s'appelle Jamais trop tard, mes années télé et les autres, ça paraît aux éditions de l'Archipel. C'est un régal parce que sont de très courts chapitres, des petits épisodes, mais importants dans votre vie, racontés avec l'humour qui vous caractérise. C'est un livre très bien écrit. C'est gentil, ça me touche beaucoup. Mais j'avais ça. beaucoup aimé le précédent, Dis bien à mon fils que je l'aime. Vous parlez de votre père, c'est un livre très personnel, mais pas personnel de la même manière que celui-ci où vous racontez vos années télé. Et puis le après de la télé, on est dans l'actualité puisque Loana, vous l'avez, on en a abondamment parlé hier, est morte. On a beaucoup cité, parlé de cette lumière, et quand la lumière s'éteint, c'est très difficile. Ça a été difficile pour vous le jour d'après, en fait? Oui, c'est toujours un petit peu difficile. On peut pas dire qu'elle se soit éteinte complètement en ce qui me concerne, parce que je fais quand même pas mal de choses, du théâtre, la télé en elle-même, la petite lucarne. Surtout sur la chaîne sur laquelle j'officiais, qui était quand même la plus grande d'Europe. C'était pas rien. À des horaires, en faisant des prime time, en faisant une émission récurrente quotidienne tous les midis, une autre le week-end. Donc effectivement, c'est difficile, mais je veux pas tomber dans les poncifs. Alors on vous appelle moins, vous êtes moins invité. Non, mais vous, qu'est-ce que vous ressentez? Parce qu'il y a cette notion hors antenne, est-ce qu'on est accro à la télé? Est-ce qu'on a du mal? Est-ce qu'on a du mal à arrêter? Là, je vais parler pour moi, pour les autres, j'en sais rien, mais je pense, moi, je suis véritablement un enfant de la télé. Je l'avais raconté dans le premier chapitre, dans le premier livre. C'est-à-dire que la télé du début des années 60 en noir et blanc, où il n'y avait qu'une chaîne, et où j'attendais, même il n'y avait rien sur l'écran, mais c'est pas grave, je l'allumais quand même. Et je dis la télé, mais la radio également, que j'allumais, sur les gros postes qui mettaient 1 heure à chauffer, c'est pareil, avant qu'arrive le transistor au début des années 60. Donc j'ai adoré ça. Mais j'ai adoré ça parce que c'était aussi une ouverture sur le monde en ce qui me concerne. Moi, je suis issu d'une famille qui n'était pas extrêmement riche, donc on ne voyageait pas, par exemple. Et là, c'était l'occasion de voir ce qui se passait ailleurs. Quand je raconte dans ce livre qu'il y avait une série que j'adorais qui s'appelait Aventure dans les îles, c'était le capitaine Troy, dont parle Laurent Voulzy dans sa chanson Idéal simplifié, donc on doit avoir à peu près les mêmes références. C'était une façon de voyager. Alors le jour où je me suis retrouvé sur la tombe de Brel, par exemple, aux îles Marquises, c'était grâce à la télévision, grâce à ce métier, sinon ça serait vraisemblablement jamais fait. Donc oui, je pense que moi je l'ai pas fait pour être connu, célèbre. Qu'est-ce qui vous a plu? Qu'est-ce qui vous plaisait dans le métier d'animateur? D'abord, il y a le contact avec les gens, le contact humain. Vous avez été le premier à dialoguer avec le public. Je pense que je fais partie de ceux-là. À le mettre en avant le public. À mettre en avant le public, à avoir une interaction. Avant, il y avait Guy Lux qui était sur scène. On va faire en sorte que ma voix off devienne une voix on, puisque c'est un monsieur qui s'appelait Pascal Argence notamment.
qu'on s'est mis à voir. Et encore, je n'ai pas eu toutes les libertés que je souhaitais à cette époque-là, sinon je serais allé beaucoup plus loin. Parce que c'était un format, voilà. Très Moi, suivi. par exemple, pour le Juste Prix, qui a été une des émissions phares de ma carrière, dont on me parle très souvent, j'ai eu longtemps, alors je le mettrais entre guillemets, mais les Américains sur le dos, qui venaient sur le plateau. J'avais une déléguée américaine qui s'appelait Pamela Yosdan, avec qui j'allais dîner le soir, non pas pour la draguer, mais plutôt pour la charmer quand même un petit peu, pour qu'elle soit pour qu'elle soit beaucoup plus douce, parce que ça ne plaisantait pas, qu'on n'avait pas le droit de faire un pas de côté. Mais l'interaction avec le public m'intéresse. Vous savez, là, il y a un livre qui sort, donc celui-là, Jamais trop tard. Je vais faire des salons du livre, et je reste des heures à parler avec le public, parce que découvrir les gens m'intéresse. Vous voyez, là, je suis venu en taxi, mais le gars m'a raconté sa vie. Je crois que c'est, vous savez, je crois que c'est un petit don que j'ai à la base, qui fait que je sais faire parler, j'ai les moyens de vous faire parler, disons. Alors, c'est une multitude d'anecdotes, beaucoup que vous n'aviez jamais racontées. Moi, je ne savais pas que Jean Marais vous regardait. Oui, il vous a envoyé un petit mot, il regardait le Juste Prix. Oui, il m'a écrit: cher Philippe, je vous regarde tous les jours avec joie. Je trouve que c'est formidable. Oui, c'est touchant, parce que moi, Jean Marais, c'était les Fantomas, c'était le Capitan, c'était le Capitaine Fracas, c'était un héros de mon enfance, Jean Marais. La Belle et la Bête. Bien aussi, qui m'a, quand j'avais 10 ans, il m'a fait tellement peur quand il prend la flèche dans le dos, là, c'est... Voilà. Et donc, vous avez gardé ces oui, bien sûr, je l'ai. Gilles, pardon. Non, il y a d'autres stars qui vous regardaient, ou vous avez été surpris? Ah non, il y en a pas mal. Franchement, il y en a pas mal que je rencontre, même encore maintenant, qui me disent: je raconte une petite. C'est par exemple, un jour, je suis dans un déjeuner, ça se passe à Roland-Garros, il y a une chaise vide à côté de moi, qui vient s'asseoir, que je n'avais jamais rencontré de ma vie, mais dont j'étais, entre guillemets, fan. Alain Delon. Alain Delon, qui m'appelle Risolo. Voilà. Il le fait exprès, il savait très bien que je m'appelais Risoli, mais il le fait exprès. Salut Risolo, il me tape sur l'épaule, et avant de partir, il me dit: tu devrais absolument refaire ce que tu faisais à Canal, c'est-à-dire le talk show qui s'appelait Direct, là où je me sens vraiment le plus à l'aise, et c'est ce que je préfère faire finalement. Longue carrière à la télévision, puis un jour ça s'arrête, comme ça s'arrête sur un coup de fil que je raconte un petit peu en détail, un coup de fil un peu lunaire, un peu où je m'y attends pas, parce je m'attends à ce que le Juste Prix s'arrête. C'est l'arrivée de l'euro, ça j'ai déjà eu l'occasion de le raconter. Par contre, je ne m'attends pas du tout à ce que ça s'arrête. Il n'y a pas la TNT, je peux pas rebondir directement. Ayant déjà fait Canal, je vais pas y retourner. Il reste la 2, la 3, puis là, je vais avoir quelques déconvenus auxquels je ne m'attendais pas non plus. Donc c'est vrai, c'est ce qui va finalement faire que je vais finir par accepter cette fameuse ferme célébrité, dans laquelle, très honnêtement, je n'avais strictement rien à y faire, si ce n'est la présenter éventuellement, mais ça c'était de Chavannes, Christophe qui le faisait. Est-ce que la motivation, c'était de dire: je continue sur TF1 ou je prends mon chèque? Je prends mon chèque. Non, je prenais pas. J'ai pris un chèque. D'ailleurs, à ce propos, je raconte aussi une petite anecdote à la fin. Je suis dans un train, là, très récemment, pour la promotion dans un TER, et de très loin, alors que je n'avais jamais reparlé de cette émission, au moment où je descends du TER, un monsieur me crie de loin: merci pour ce que vous avez fait pour les enfants. Et je comprends pas très bien de quoi il me parle. Et en fait, il parle de la somme que j'ai remportée à la ferme célébrité pour une association pour les enfants. Pour l'association que j'ai défendue à cette occasion, Vous seriez qui était les Petits Princes. Vous seriez encore traire une vache? Ah, je saurais, oui, tout à fait. Ah, j'ai un doigté, vous ne vous imaginez pas. Une chèvre. Vous racontez effectivement à bientôt, grand, et ne te fais pas de soucis. Passage qui raconte assez bien le milieu de la télévision. Étienne Moujotte. C'est ça. Vous dites: t'inquiète pas, il vous appelait Grand. Ça, oui, il m'appelait Grand. Alors, évidemment, j'aime plus trop. Personne ne m'appelle comme ça. Et donc vous dites: je me faisais pas de soucis, quoi. Mais ça, c'est un peu le côté. Non, c'est exactement la phrase qui m'a torturé pendant des mois, c'est: dans l'immédiat,
l'immédiat, je n'ai pas de projet pour toi. Alors on se dit, mais c'est quoi l'immédiat? C'est 1 mois, c'est 2 mois, c'est 6 mois, c'est 1 an. Ce qu'il m'a dit, tu sais, t'as été à l'antenne tous les jours, ça fait 20 ans, enfin 16 ans que t'es à l'antenne tous les jours. Ce serait bien de laisser reposer ton image. Mais moi, je suis dans la quarantaine, je suis dans la force de l'âge, je suis en pleine forme. Ça marche avec le public, tout va bien. Pourquoi est-ce que j'irais laisser en pleine course à faire un stop and go, quoi? Mais enfin, j'étais un peu obligé. Il y a la rencontre avec Jean-Luc Delarue, complètement lunaire, dans son bureau. Oui, parce qu'à ce moment-là, il me passe un coup de téléphone. Je ne vais pas le raconter parce que je le décris bien dans le livre. Vous le décrivez assez bien, mais c'est vrai qu'on rencontre des personnalités de la télévision. Et puis, il y a ce qui se passe après. Il n'est jamais trop tard, c'est ça, c'est-à-dire que. Alors, en fait, la vraie, parce que des fois on me dit il n'est jamais trop tard pour bien faire, mais c'est pas du tout cette phrase-là. C'est pas ça que j'ai voulu dire. C'est il n'est jamais trop tard pour que nous devenions ce que nous aurions pu être. Absolument, pour entreprendre autre chose et faire ce qu'on a envie de faire. À condition, ce qui je pense était, j'espère mon cas, avoir un éventail, une palette artistique assez large, c'est-à-dire pouvoir écrire, pouvoir monter sur scène, parce que c'est pas parce que vous avez un nom connu que vous allez être bon au théâtre, par exemple. Or, le public paye. À la télé, c'est gratuit. Là, le public paye. Donc, c'est ça. J'ai pris quelques cours, j'ai travaillé un petit peu, etc. Puis quand on m'a donné le feu vert, j'y suis allé. Et là, à nouveau, comme ça a été le cas pour la télévision, ça a fonctionné et j'ai enchaîné les pièces. Mais on avait déjà vu votre talent et votre façon d'improviser sur une émission tellement compliquée à animer, qui était Le Millionnaire, parce que vous ne saviez pas à quoi ça allait ressembler. Je vous ai mis un extrait un peu culte du Millionnaire. Vous avez raison. Un jour, vous avez dit stop et vous êtes mis à la peinture. Non, c'est pas moi qui a dit stop, c'est mon toubib. Ah oui, mais enfin bon, vous êtes arrêté, quoi. Ouais. Hein? Et vous êtes passé à la peinture. T'as les mains propres? C'est pas des chefs-d'œuvre, mais j'y tiens. Non, faut... Non, mais... Sur la peinture à l'huile, il faut pas du gras. C'est incroyable, ces moments. C'est génial, mais je le revois, mais ça, je le revois comme si c'était hier. Je tiens à préciser que j'ai fait un peu le chemin à l'envers et je rencontre un tas de gens. Malheureusement, certains ne sont plus là, comme Jean-Pierre Pernaut, comme Patrick Roy, comme Philippe Gildas, comme un certain nombre d'autres. Mais il n'y a aucune nostalgie dans ce livre. Non, il n'y a pas de la nostalgie. C'est tendre, on rit beaucoup. Voilà, j'ai essayé de mettre de bâche. Je suis content que vous ayez été sensible à cet humour. Il y a beaucoup d'humour, il y a beaucoup... ce que vous dites de Jean-Pierre est très beau, puis vous racontez des choses quand il vous... Enfin, ce sont des anecdotes, il n'y a pas de nostalgie, effectivement. Non, pas du tout. C'est des moments de vie. Et puis moi, je voudrais que vous me racontiez, parce que je crois que c'est une des histoires qui me fait le plus rire, la séquence Garçon, s'il vous plaît. Ce sera tout de suite après la pub. Sud Radio, le 10h midi, mettez-vous d'accord, Valérie Expert. Avec Philippe Risoli, on se met d'accord, oui, on est d'accord, forcément, c'est plutôt la demi-heure, c'est quoi le problème? Mais là, il n'y a pas de problème. Jamais trop tard, Mes années télé et les autres, c'est un livre qui paraît chez l'Archipel. Alors c'est vrai que les gens n'ont pas le moral, sont tristes. Là, moi, ce livre, je l'ai dévoré, je me suis réjouie, j'ai rigolé, parce qu'on passe, on parle de Maurice Favière aussi, avec vos années RTL. Oui, au tout début, qui m'a accueilli sur RTL. Je vous ai demandé de me raconter cette histoire. Garçon, s'il vous plaît. C'était au Millionnaire. Oui, c'est au Millionnaire. Moi, j'essaie de la faire très très rapide. C'est au moment où le gagnant constatait ses gains. En l'occurrence, là, il devenait millionnaire. Je disais, vous êtes millionnaire, champagne. Mais ce monsieur qui était là me dit, non, merci, je ne bois pas d'alcool. Heureusement, en réserve, on avait des jus de fruits. Je dis, alors, un petit jus de fruits, un jus d'orange, un jus de pamplemousse. Ah non, surtout pas de jus de fruits. On va prendre un verre d'eau, peut-être. Il me dit non, il me répond, il me regarde, il me fait, puisque vous insistez, servez-moi un Campari soda. c'est incroyable. Il y a des réactions comme ça. Des réactions assez incroyables. Étonnantes. Alors, je raconte aussi les lapsus que j'ai pu faire. Pas mal. J'ai rajouté un chapitre à la fin que j'ai appelé Extra Balle, un peu comme au Flipper, où je mets plein de petits trucs qui me sont arrivés, des lapsus qui à l'époque étaient moins relevés que maintenant. Maintenant, ça pardonne plus avec les réseaux. Ça passe et ça repasse en boucle. À l'époque, on arrivait à le faire en catimini.
Même en télé, vous savez que vous avez une chaîne du Juste Prix lancée par Arthur. Vous avez même une chaîne de l'École des fans où vous êtes diffusé en boucle si vous allez sur votre Freebox. Par contre, je vois de nombreux extraits sur le net. M6 m'a récompensé, je le mets entre guillemets, il y a 2 ans pour une des meilleures séquences, une des séquences qui fait le plus rire avec un jeune garçon et ses parents qui font du body karaté. Ah ouais. Donc j'ai reçu un trophée, mais il m'a fait la surprise de faire venir ce petit garçon, évidemment 10 ans après, qui était un athlète, je l'avais pas reconnu. Donc non, mais ça. On vous parle de quoi le plus souvent quand on vous croise dans la rue ? Alors on me fait de loin. Alors, en province, souvent on me fait un petit geste de loin, mais qui est presque comme un clin d'œil. Voilà. Oui. On fait comme si on faisait tourner un micro. Ça, je pense que c'est véritablement ma signature. Le million, ça s'est passé là. Passé. Moi, je me souviens, on était au ski ensemble dans un événement. Les gens s'approchaient de Philippe et lui tapaient sur l'épaule et disaient: vous pouvez soulever votre ski, soulever son ski. C'était pour voir s'il y avait le million dessous. Ah non, mais c'était invivable. C'était des émeutes, à l'époque du J'allais au Millionnaire. Parc des Princes voir un match de foot. J'avais des gens derrière moi qui pendant tout le match hurlaient le million. Non, alors c'est ça. Oui, tiens, ça c'est un truc qui est difficile à vivre quand on vous arrête du jour au lendemain et que vous êtes, ce qui était mon cas, extrêmement populaire. C'est-à-dire que, ok, vous n'êtes plus tout à fait dans le cercle de la télé, mais pour le public, vous êtes là. Je veux dire, ils n'ont pas Alzheimer, ils vous oublient pas du jour au lendemain. Donc vous continuez à être extrêmement populaire. Et ça se complique un peu parfois. Parce que, alors ça vous coûte très cher, parce que ça, vous pouvez pas par exemple dire je vais prendre le métro, parce que sinon vous êtes donc ça veut dire prendre un taxi. Mais le taxi, il faut le payer. Vous pouvez plus. Enfin, c'est toute une réaction en chaîne comme ça. Ça veut dire que vous jouiez, vous prenez un ticket de millionnaire ou pas ? Alors j'en ai pas pris souvent, sauf quand on était en déplacement, par exemple dans les îles. Il m'est arrivé d'en acheter. Alors j'avais le droit, c'est une loterie. Maintenant, si j'avais gagné, évidemment, ce n'est pas moi qui serais venu tourner la roue, ça aurait été indélicat, on va dire. Jamais trop tard, c'est de dire que quand la télé s'arrête, vous avez finalement, vous êtes dit, je vais pas rester chez moi à planter des poireaux et à élever des poules. J'ai eu envie de faire du théâtre, j'ai envie de chanter. Moi, je me souviens de toute cette époque où vous avez sorti votre premier album. Et la question que je me pose, c'est au tout début, quand on décide de changer d'activité, est-ce que cette image du juste prix, du millionnaire ne vous marque pas, en particulier sur l'album? Parce que c'était un album très réussi, le premier album. Vous avez un vrai talent de chanteur avec des super arrangements. Vous racontez Philippe Châtel, les séances de travail que vous avez eues avec lui, les arrangements et tout ça. Et puis, on vous a pas pris au sérieux. Non, parce que je pense que malheureusement, il n'aurait pas fallu sortir immédiatement cette chanson, Les Bananas, qui n'a pas été arrangée. Ça encore, je l'ai expliqué. Oui, vous l'expliquez, que Julien Doré finalement vous appelle et ressort la chanson telle que vous l'auriez aimée. C'est un destin extraordinaire pour cette chanson qui ressort 25 ans après, qui devient un tube, parce que ça marche. Les jeunes ont cru ne connaissaient pas ce titre-là, parce qu'on le passe jamais en radio. Donc ils ont cru que c'est un nouveau titre de Julien. Ils ont adhéré complètement. Et quand le 14 novembre dernier, je me retrouve sur la scène de l'Accor Arena, à le chanter en duo avec lui devant 20 000 personnes, c'est quand même un truc de fou. Ça devait être jouissif, non? J'ai adoré. Alors on va l'écouter. J'ai adoré ça. Ça, c'était la première version. Ouais, effectivement. Et on n'a pas celle de Julien Doré. Il faudrait qu'on écoute celle de Julien Doré parce que elle est beaucoup plus dans le style dans l'esprit de ce que vous vouliez. Mais on vous avait demandé de faire du commercial certainement aussi. Non, moi on m'a rien demandé du tout. Par contre, j'ai appris parce que c'est pas après avoir quitté TF1 que j'ai fait cet album. J'étais toujours. Vous étiez toujours à TF1. Bien sûr. Cette chanson-là, elle raconte la fin du jeu Le Millionnaire. Voilà. Et quand Philippe Châtel vient chez moi, il n'a pas écouté cette chanson-là en particulier. Quand il m'a dit on va faire un album, il en a écouté plein. Il m'a dit on fait un album. Il se trouve qu'il y avait cette chanson-là dans le lot, mais qu'elle n'était pas faite du tout comme ça. Et moi, j'étais un fan absolu du répertoire de Philippe Châtel, les Je t'aime bien Lily, les Mr. Right, Émilie Joly, etc., Ma lycéenne. Et sauf qu'on lui a implicitement demandé de faire quelque chose d'extrêmement populaire, peut-être en vue d'en faire genre un tube de l'été, comme il y avait eu la Lambada des années plus tôt.
studio. Et voilà. Et moi, je me suis retrouvé en studio avec des pointures, des musiciens vraiment top niveau. Donc finalement, j'avais pas mon mot à dire. Pierre Billon aussi qui a travaillé avec vous. Oui, mais pas sur cet album-là. Mais parce qu'on avait déjà Pierre s'était intéressé à moi parce que au Millionnaire, je chantais. Et je chantais. Alors, il y avait ce qu'on voyait en télévision, mais j'avais testé un certain nombre de chansons que j'avais écrites il y a un petit moment sur le public pendant les pauses. Et Pierre Billon, que je connais bien, d'ailleurs, ça serait pas mal si on faisait un album. Puis ça s'était arrêté en cours de route. Et Philippe Châtel avait eu la même. Mais chaque fois qu'on écoute mes titres, on me dit non, il faut absolument les faire connaître. Mais bon, chat échaudé craint l'eau froide. Donc voilà. Mais il n'est pas dit qu'un jour avec. Parce que moi, je suis très guitare acoustique, etc. Donc il n'est pas dit qu'avec quelques musiciens, mais vraiment pour le plaisir, hein, sans ambition. Il y a pas un petit concert. Voilà, de me faire 2-3 petits trucs comme ça pour le fun. Comment vous expliquez le revival des jeux, de la roue de la fortune, d'une famille en or, du Big Deal? Pourquoi cette nostalgie J'explique très bien, c'est que ce sont des marques fortes, des marques très fortes qui ont marqué toute une génération. Ce sont des marques en plus festives. On est dans un monde très légèrement perturbé quand même en ce moment. Et là, c'est bon enfant en fait, la roue de la fortune. Vous prenez les justes prix, la roue de la fortune, sont des jeux à la fois assez simples, même si au fond il y a quand même un petit peu de stratégie. Mais donc voilà. Alors la seule chose, et là je mets vraiment des, comment dire. Guillemets. C'est pas tout à fait des guillemets, mais c'est-à-dire qu'on veut refaire les jeux de l'époque, mais sans les moyens de l'époque. Si vous voulez, en clair, je vais m'expliquer. Quand vous faites le juste prix, le but c'est de remporter une vitrine. Bon, et de remporter au passage des cadeaux, avec une ambiance, etc., etc. Donc il faut absolument que les cadeaux vous fassent rêver et que la vitrine vous fasse rêver. C'est comme ça. En train de dire que c'est cheap sur M6 ? Je dis pas que c'est cheap, je dis que ça ne correspond pas tout à fait au niveau des cadeaux. Je parle pas de l'animation. Vous auriez accepté s'il y avait pas eu Non, c'est fini. Moi, le juste prix, la page, elle est complètement tournée. Le seul truc qui m'aurait pu m'amuser, si on m'avait proposé un one shot, une spéciale, là, je me serais éclaté comme un malade. Je pense qu'il devrait faire ça. Ce serait bien. Même une spéciale de je sais pas, du Millionnaire ou d'un jeu ressemblant ou un truc comme ça. Un truc où je peux faire à la fois du stand-up, ce que j'aime en fait, et interviewer et tout ça, mais sur une émission, un grand show, oui, ça me plairait. Mais je veux plus faire d'émissions récurrentes comme ça, non, ça c'est. Et puis en tout cas, juste prix, je l'ai tellement fait, je connais le moindre détail, c'est fini, ça voilà. Mais je pense qu'il faut vraiment respecter les formats tels qu'ils ont été écrits pour le juste prix. Ça date du milieu des années 50. Hein. The Price is Right. Alors Bob Barker que je suis allé rencontrer à Los Angeles, bien sûr. Bob Barker, Alex Trebek, je suis en photo avec lui dans le livre pour Jeopardy. Oui, c'est vrai, il y en a eu des jeux. Souvent, l'inquiétude, c'était parce que vous regardiez les jeux aux États-Unis à cette époque-là, les candidats criaient, s'évanouissaient. On s'est demandé à un moment si les joueurs français. Oui, mais il faut les amener à faire ça. Là, moi, j'ai été un des premiers donc à être proche, mais déjà dans Star Quiz sur Canal+, à être proche des candidats, à leur demander ce qu'ils faisaient, à me servir de leur vie pour qu'il se passe quelque chose. Animateur, ça vient de animus, donner vie, donner corps à, tu vois. Et maintenant, quand je vois certains présentateurs dans les jeux dire, alors vous venez d'où, alors vous faites quoi, mais ils rebondissent pas, tout ça, ça me paraît plat, ça me paraît fade. Alors on va écouter un candidat qui était très heureux de gagner au juste prix. Écoutez. Oh, c'est pas possible. Je sais pas ce qui m'arrive là. Déjà joué, c'était formidable, hein, tout gagner à ça. Je croyais pas du tout. Hein. C'est la première fois que je vois un candidat ému comme vous, c'est bien, c'est sympa à remarquer. C'est votre épouse qui est là? Elle est là-bas. Bah oui, on la voit, les gros plans là, elle est encore plus effondrée que vous. C'est pas possible. Si, c'est possible, vous avez gagné le canapé. Voilà, il y avait des réactions insensées. Oui. Oui, mais ça, il faut les amener, en fait. Bien sûr. Ouais. Et ça, c'est comme un cuisinier, un grand chef, quoi. Il faut savoir l'amener, quoi. C'est tout un truc. Ça vous a enfermé, les jeux?
Oui, parce qu'encore une fois, moi je pense que j'étais beaucoup plus fait pour ce qu'on appelle le talk show, quoi, parce que je m'intéresse, je suis pas un passionné de cinéma, je vais 4 fois au cinéma par semaine, je suis un passionné de théâtre, je suis un passionné de sport, de littérature, etc., de politique, donc j'ai un spectre assez large, et c'est pour ça que j'étais tellement heureux en faisant direct ou en faisant sur Sud Radio l'émission qui s'appelait Code Risoli, vous en parlez dans le livre, où je décodais voilà, parce que c'est ma vraie formation à la base, c'est ça. Il se trouve que je fais un premier jeu qui est Star Quiz, il marche, on m'en propose un deuxième, Jeopardy, il marche, je fais Interville et on m'en parle. Donc d'un jeu à un autre, vous devenez animateur de jeu, alors que c'était pas ce sur quoi vous étiez. Mais je ne le regrette pas, parce que j'ai pris beaucoup de plaisir. Il faudrait pas. Mais le théâtre, un mot sur le théâtre, parce qu'on n'en a pas parlé, ça a été là pour le coup un nouveau métier pour vous. Ah oui, complètement, parce que les règles sont totalement différentes. Vous êtes face au, là aussi vous étiez face au public, mais sans le voir. Alors que ça, c'est une grosse différence dans l'animation. Vous le voyez, vous lui parlez, vous le regardez dans les yeux. Le public, c'est le 4e mur, comme on dit au théâtre. Donc vous n'êtes pas censé le voir, mais faut apprendre à tenir son verre d'une main et pas de l'autre. La façon dont vous vous déplacez. Il y a des règles. Tout ça, je les ai appris en vitesse accélérée. Et puis après, vous savez, c'est une question de personne, une question de personnalité. Vous avez des gens qui vont rentrer sur scène, ils occupent l'espace. On ne sait pas pourquoi. C'est inné. Puis vous avez les autres, ils peuvent faire des claquettes toute leur vie, ils seront jamais Fred Astaire. Vous voyez, et vous, ça a fonctionné en particulier avec Nathalie Marquet. Vous racontez et d'autres, Jean-Pierre, après, et d'autres, bien sûr. Mais ça a été le début avec Jean-Pierre. Ça a été le tout début, bien sûr. Alors je rappelle le livre Jamais trop tard, mes années télé et les autres aux éditions L'Archipel. Philippe Risoli, on a plaisir à vous retrouver, à retrouver ces années télé, à retrouver toutes ces anecdotes qui ont jalonné votre vie d'avant et celle d'après. Un livre qui donne le sourire, qui rend heureux, qui parle d'une autre époque où peut-être qu'on peut dire parfois c'était mieux avant. En tout cas, moi je le pense en ce qui concerne la télévision. Et puis on va réécouter, pour se quitter, on va écouter la version de Julien Doré, Cuitas les bananas. Merci Philippe. C'est moi qui vous remercie tous les deux. Et puis à une prochaine fois, avec plaisir en tout cas. Pour le prochain livre.